Bonjour à tous. Donc, bienvenue à notre panel. Je passe la parole à... Je me présente tout d'abord, Catherine Boisclair. Je suis urbaniste à Vivre-en-Ville et j'animerai ce panel pour amorcer la soirée de notre Assemblée générale annuelle. Mais tout d'abord, je passe la parole à notre directeur général, Christian Savard, pour vous souhaiter la bienvenue. Bonjour, bonjour à tous de votre présence d'abord. Donc, Christian Savard, directeur général de Vivre-en-Ville, effectivement, qui ouvre ce panel particulier, la tradition à Vivre-en-Ville lorsqu'on fait notre assemblée générale. C'est toujours commencer avec un événement. Une assemblée générale tout seul, c'est plate. Donc, on commence toujours par un événement, parce qu'on creuse des choses. Et donc, cette année, malgré les conditions plus difficiles pour se rencontrer, on a décidé quand même qu'on allait de l'avant. Qu'on allait de l'avant avec un thème qui nous est cher, le rôle des centres-villes pour nos collectivités, rôle majeur et qui est remis en question. On se demande si c'est encore utile, un centre-ville, maintenant qu'on est en période où est-ce qu'on a découvert le télétravail, où est-ce qu'on est en pandémie. Donc, il y a beaucoup de questions sur leur avenir. On a voulu s'attaquer, parler de ça. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, j'ai commis un texte ce matin dans la presse sur le sujet, mais on a voulu en parler plus en profondeur avec différentes personnes. Je vais laisser Catherine les présenter, mais je tiens quand même à les remercier de leur présence. Pour nous, c'était important de fouiller un petit peu ce projet-là pour pouvoir se projeter. On sait, hein, on a compris qu'à un moment donné, on va sortir de la pandémie. Les premières personnes vaccinées ont commencé dans les derniers jours au Royaume-Uni. On parle la semaine prochaine pour le Québec. Donc, cette nouvelle normalité-là qu'on n'aime plus pas vraiment, hein, personne n'aime, par exemple, ne pas pouvoir se réunir à Noël, va se terminer, mais il faut voir qu'est-ce qui va rester de nouvelles habitudes, qu'est-ce qui va partir, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer ou pas, et donc d'où la question sur les centres-villes qui sont particulièrement mises à mal pour différentes raisons. Je ne ferai pas le panel dans mon mot d'ouverture, mais qui sont particulièrement mises à mal en ce moment. Donc, on avait le goût de se projeter pour cet élément précis-là pour la journée d'aujourd'hui. Donc, merci de votre présence. Quand même, on est le nombre de participants monte. On avait presque 300 personnes inscrites. Vous êtes prêts maintenant de 130 en ligne. Donc, merci de votre présence. Je tiens quand même, malgré le fait que ça fait des mois qu'on est là-dedans, qu'on est supposé être habitué, les difficultés actuelles ou ce qu'on a de la difficulté à maîtriser le nombre de cas me fait vous dire que j'espère que ça va bien de votre côté et qu'on va tous traverser les derniers mois de cette période pas facile-là ensemble. Et il faut continuer de réfléchir, il faut continuer de se projeter pour l'avenir de nos collectivités, d'où le fait de ce panel-là. Donc, encore une fois, merci. Puis je laisserai la parole à Catherine et je vais disparaître. Je vais revenir à l'Assemblée générale pour ceux qui ont le goût d'être là, qui va débuter là, vers 5h15. Là. Je vais revenir, mais sinon, je laisse la parole à Catherine pour le reste du panel. Puis j'espère que l'entretien va être intéressant. Je vous remercie. Au revoir. Merci, Christian. Donc, avant de vous présenter nos quatre panélistes, quelques consignes d'usage. Donc, vos caméras et micros resteront fermés tout au long du panel. Nous vous invitons à adresser vos questions et commentaires via l'outil de discussion Zoom. Je les partagerai aux panélistes lors de la période d'échange avec le public à la fin du panel. Si vous n'êtes pas familier avec Zoom, vous n'avez qu'à survoler le bas de votre fenêtre Zoom pour voir apparaître différents outils, dont celui Converser. C'est celui qu'on vous propose d'utiliser pour vos questions. Certains liens complémentaires à la discussion vous seront également partagés à cet endroit. Donc, je vous présente maintenant le sujet de notre panel. En fait, Christian en a déjà bien discuté, mais donc les centres-villes sont des lieux névralgiques qui font face à plusieurs enjeux. En contexte de pandémie, Vivre en ville souhaite, par ce panel, élargir le débat sur les perspectives d'avenir pour les centres-villes. Donc, on voudra certes parler des possibilités d'animation et de reprise à court terme, mais aussi, et je dirais surtout, nous voudrons nous tourner ensemble vers l'avenir souhaité pour ces lieux centraux après la pandémie. Donc, notre intention et notre souhait, c'est de se questionner sur le devenir des centres-villes de manière prospective. Les actions des acteurs privés et publics devraient-elles prioriser certains éléments?
Est-ce qu'il y a des réformes importantes à faire dans les activités, dans les formes urbaines des centres-villes? Donc, on a envie de vous entendre là-dessus. Nos 4 panélistes ont des profils très différents. On les a invités pour qu'ils nous donnent la perspective du secteur des affaires, de la culture et du monde municipal. Donc, je vous les présente. Notre premier panéliste est André Bellavance. Il est maire de Victoriaville depuis 2017. Auparavant, il a été député fédéral pendant 11 ans. Il est aujourd'hui très impliqué dans le milieu municipal, tant à l'échelle régionale que nationale, à l'Union des municipalités du Québec. Notre deuxième panéliste est Jean-François Grenier. Il est directeur principal au groupe Altus. Il cumule près de plus de 25 ans d'expérience en recherche commerciale. Notre troisième panéliste est Jacques Primeau, qui est directeur général des festivals chez Spectra, que ce soit Jazz International de Montréal, Les Franco, Montréal en Lumière et Nuit Blanche. Et finalement, notre quatrième panéliste est Jeanne Robin, directrice principale chez Vivre en Ville. Donc, avant d'échanger entre nous, je vous propose une brève prise de parole pour faire part de vos remarques introductives. Puis, on vous avait demandé, en prévision du panel, de nous faire part peut-être d'un ou deux éléments qui vous tiennent particulièrement à cœur dans cette discussion-là aujourd'hui pour lancer les échanges. Puis aussi de préciser qu'est-ce que vous avez en tête quand on évoquera aujourd'hui le mot centre-ville, parce que ça peut recouper une grande quantité de réalités. Donc, je passerai la parole pour commencer à M. Bellavance, maire de Victoriaville. Merci beaucoup. Bonjour. Évidemment, je veux remercier Vivre en Ville pour nous avoir invités. Je veux saluer les participants ainsi que les membres du panel. Je vais bien sûr, quand je vais parler de centre-ville, celui que je connais le mieux, c'est celui de la ville de Victoriaville. Puis le sentiment qui m'habite quand j'ai eu l'invitation, qu'on nous a suggéré un peu de penser à qu'est-ce qui se passait depuis le début de cette pandémie, c'est que nous, c'est un élan qu'on a amorcé en 2016 avec l'annonce des travaux de revitalisation du centre-ville de Victoriaville. Puis l'élan a carrément été freiné là, quand la pandémie est arrivée. Là, on voit que les commerces, les services qui étaient de plus en plus intéressés à participer à tout ce qu'on avait fait, parce que ça a commencé par la ville, mais après ça, tout le monde a adhéré, si on veut, à cet élan-là, cette volonté de redynamiser notre centre-ville, puis de faire en sorte que la population se le réapproprie. Bien là, on s'est plutôt mis en mode survie. Alors, il y a beaucoup de commerces, mais surtout dans le domaine de la restauration, on a une microbrasserie, tout ça, ça a été beaucoup plus difficile. Une chance qu'on a eu des initiatives au cours de l'été, dont on pourra parler un petit peu plus tard, mais pour les aider, parce qu'il y en a qui avaient tellement d'endroits restreints qu'il fallait absolument ouvrir, leur permettre d'avoir des terrasses sur la rue pour pouvoir ouvrir carrément cet été. Donc, on était là plus dans le même mode développement qu'on l'était depuis 2016. Il n'y a pas encore de série de fermetures à Victoriaville, au centre-ville, mais évidemment, il y a des craintes. On se rappelle tous que le premier ministre et le ministre de l'Économie, en début de pandémie, ont dit qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Alors, malgré les programmes de prêts, les programmes pour les salaires, les loyers, il n'en demeure pas moins qu'il y en a qui ne survivront pas quand tout ça va être heureusement derrière nous, mais ce n'est pas encore terminé. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Nous, on a mis 8 millions de dollars, on a investi 8 millions de dollars pour revitaliser le centre-ville de Victoriaville. On a obtenu un prix d'urbanisme. D'ailleurs, Vivre en Ville a salué régulièrement les travaux qui avaient été faits ici à Victoriaville. C'est un centre-ville qui est plus beau, qui est plus accessible, qui est plus convivial. On a des activités, des fêtes dans la rue maintenant, ce qu'on n'avait pas auparavant à part la parade du Père Noël. On a revitalisé un parc également qu'on appelait le parc des Poteux, juste pour vous donner une idée comment il n'était pas si fréquenté. Vous allez dire peut-être que oui, mais non, à un moment donné, c'était moins intéressant d'y aller. Et on l'a transformé en parc Jean Béliveau, quelqu'un qui a marqué la ville de Victoriaville et d'autres villes également. Et maintenant, ce parc-là est fait pour y tenir des spectacles, un marché public. Il y a toutes sortes d'objectifs qu'on avait mis en place qui, comme je le disais en introduction, ont été freinés par cette pandémie-là. Maintenant, ça peut paraître pessimiste, mais en même temps, j'ai bien dit freiner et je n'ai pas dit arrêter. Donc, on va pouvoir évidemment recommencer dès que ce sera possible. Et c'est ça. C'est le sentiment qui m'habite là, quand on m'a demandé de décrire un peu la situation chez nous. Merci, M. Bellavance. Donc, je passerai maintenant la parole à Jean-François Grenier du groupe Altus. Bonjour. Alors, moi aussi, je veux dire merci à Vivre en Ville.
Le centre-ville, pour moi, je vais parler plus de celui de Montréal, mais tous les centres-villes, pour moi, ce sont les lieux géographiques où il y a le plus de densité, particulièrement dans les grandes villes, mais où il y a également le plus de diversité au niveau des activités économiques. Il n'y a pas vraiment d'autres endroits. En fait, le règlement d'urbanisme avec l'étalement urbain ont fait qu'on a des zones résidentielles faible densité, des zones industrielles, des zones commerciales. Le centre-ville, ça regroupe, moins l'industriel évidemment, mais ça regroupe un ensemble d'activités de travail culturel, commercial, de restauration, d'habitation également. Et ça, c'est une particularité qui est très importante. Il y a des centres-villes qui, d'après moi, souffrent plus que d'autres. Puis je vais m'attarder, il y en a deux essentiellement là, qui souffrent vraiment plus que d'autres, c'est Montréal et Québec. Pour la simple et unique raison que si on prend, par exemple, le centre-ville de Montréal, on a fait du travail, là, on en fait encore pour l'IDU et Destination Centre-ville. C'est pas compliqué. Historiquement, le centre-ville de Montréal, c'est encore aujourd'hui le lieu qui représente 20 de tous les emplois, des emplois qui sont beaucoup dans la région métropolitaine de Montréal. Puis là, il faut se définir. Catherine, tu l'as bien dit, ça veut dire quoi le centre-ville? Quand je parle de 450 000 travailleurs, c'est dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est sûr que si je prends juste l'hypercentre, là où on trouve les grandes tours, c'est à peu près 150 000 travailleurs. Mais il faut savoir que ces travailleurs-là, ce sont des gens qui travaillent essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement dans les bureaux et pour qui le télétravail est possible, ce qui est plus difficilement faisable si on travaille dans le manufacturier ou dans la distribution ou dans le commerce de détail. Mais c'est pas compliqué. Statistique Canada avait fait une étude à un moment donné qui disait que 40 des Canadiens dans les grands centres urbains étaient en télétravail. Bien, au centre-ville de Montréal, c'est 73 qui sont en télétravail à temps plein ou partiel. Alors, ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que d'une part, c'est eux qui sont des gros contributeurs pour les autres activités économiques. Là, je parle du commerce de détail, de la restauration. L'autre élément, c'est les touristes qui ne sont plus là. Il faut comprendre aussi que dans l'arrondissement Ville-Marie, 63 de toute la capacité hôtelière de Montréal est au centre-ville. Et le taux d'occupation l'an dernier, en août, c'était 88 %. On était en août 2020 à 19, on est à moins que ça aujourd'hui, c'est sûr que ça. Alors ça souffre beaucoup. Et on avait fait, je vais terminer là-dessus, on avait fait une petite analyse il y a quelques années pour un grand groupe immobilier au centre-ville de Montréal. Puis on avait mesuré en fait que près de 60 de toutes les dépenses dans les commerces de détail et en restauration sont le fait des travailleurs et des touristes qui n'y sont plus. Il faut se souvenir également, je vais terminer là-dessus, il faut se souvenir également qu'au centre-ville de Montréal, c'est un milieu de vie. Je suis sûr que Jacques va en parler tout à l'heure parce que c'est là qu'il y a probablement la plus grande concentration d'activités culturelles qui malheureusement n'ont pas lieu. Et je veux aussi rappeler qu'à Montréal, particulièrement à d'autres villes, c'est qu'il y a un autre problème qu'on a mesuré avec des sondages aussi. Les travailleurs qui viennent au centre-ville puis qui sont aujourd'hui en télétravail ou à temps plein ou à temps partiel, on leur a demandé qu'est-ce qui leur faisait le plus peur. Parce que bien sûr, on est en période COVID. Et un des éléments qui est ressorti, ce n'est pas tellement de se retrouver dans un espace de bureau, c'est le moyen de transport qu'on utilise pour se rendre au centre-ville. Il faut se rappeler qu'à Montréal, au centre-ville de Montréal, 7 employés sur 10 utilisent les transports en commun. Et ça, pour l'instant, tant qu'il y a la COVID, c'est un frein pour beaucoup de monde pour retourner au centre-ville de Montréal. Mais on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que c'est fondamental que le centre-ville reste dynamique. C'est le cœur de la ville, c'est là qu'il se produit probablement le plus de richesse. Et j'ai relativement confiance quand même d'ici un an qu'on va avoir un certain retour à une certaine normalité. On pourra en discuter. Merci. Oui, merci pour ces remarques. Donc, je passerai à M. Primo de chez Spectra. Bonjour, merci. Merci de l'invitation de Vivre en Ville. Je vais faire un petit historique rapide de mon intérêt pour l'urbanisme. Moi, je suis un étudiant de communication de l'UQAM, mais je suis un gars de Rosemont, à Montréal, et je me suis intéressé au dossier d'un terrain, le terrain Angus, qui est bien connu,
À l'époque, il y avait un projet de centre d'achat. Le plus gros centre d'achat à Montréal aurait eu lieu là. Et il y a eu une mobilisation citoyenne du comité Logement Rosemont, menée par André Lavallée de l'époque, et la création de la première association de commerçants qui a donné lieu à la SIDAC. Donc, je me suis intéressé à ce dossier-là et ça s'est terminé par une victoire parce que les citoyens ont gagné, il n'y a pas eu de centre d'achat, il y a eu des logements. C'est resté là, je suis allé dans le culturel, gérant d'RBO, j'ai fait le tour du Québec, immense avantage, j'ai fait le tour des centres-villes de partout au Québec. Donc, je suis un vrai Montréalais pur laine, mais j'ai quand même fait le tour du Québec plusieurs fois dans toutes les régions du Québec et ça me fascine. C'est un peu la chanson d'Écoloc qui fascine tout le temps. Ils ont détruit la rue principale depuis qu'on construit le centre d'achat. On n'aime pas ça, l'espèce d'extension infinie d'une non-ville, d'une non-campagne. Moi, je suis de mauvaise foi là-dessus. Je préfère la ville, le centre-ville ou carrément la campagne. Ce qui m'amène à la question du centre-ville de Montréal, c'est que j'ai eu la chance de participer avec un mouvement collectif qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui comme le quartier des spectacles, un atout extraordinaire pour une métropole comme Montréal, 30 salles de spectacle, 30 000 sièges, des places publiques qui accueillent des millions de personnes, et tout ça est au point mort. Alors oui, le centre-ville de Montréal est catastrophé, si je peux dire, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un centre-ville, et je souligne d'ailleurs, au risque de paraître pour être un peu, de faire de la basse flatterie, que le papier de Christian Savard aujourd'hui dans la presse, donc il faisait allusion, il faut le lire et le relire et le faire circuler. C'est un cri du cœur extrêmement pertinent sur le centre-ville, comment c'est important pour Montréal, mais pour Québec et pour toutes les villes que j'ai visitées au Québec. Le centre-ville, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu, dans le cas de Montréal, où il y a, oui, on parle beaucoup des gens qui y travaillent, c'est sûr, mais c'est un lieu où on étudie, c'est un lieu où on travaille, c'est un lieu où on se divertit, puis c'est un lieu où on vit. La qualité du centre-ville de Montréal, au fil des dernières années, c'est justement de joindre l'ensemble de ces rencontres-là entre des nouveaux citoyens, beaucoup de logements qui sont apparus dans le centre-ville, et ça s'est rendu jusque dans le quartier des spectacles dans un deuxième temps, et il y a une diversité d'actions, de culturelles, et surtout, je vais terminer là-dessus pour le moment, mais surtout, le lieu du centre-ville, c'est le contraire de ce qu'on est obligé de vivre en ce moment. C'est le contraire du confinement. C'est le contraire de chacun pour soi dans sa petite bulle. C'est la rencontre avec les autres. C'est ça, un centre-ville. Peu importe où on est, c'est là qu'on rencontre les voisins qu'on n'aurait pas la chance de voir autrement dans les manifestations culturelles, sportives, d'éducation, peu importe. Alors, la convergence du centre-ville me semble essentielle et on y reviendra évidemment en plus en profondeur. Merci. Merci, M. Primo. Donc, je passe la parole à Jeanne Robin de Vivre en Ville. Moi, je remercie Vivre en Ville de m'avoir fait confiance pour porter sa voix aujourd'hui. Puis je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de participer. C'est extrêmement intéressant de vous entendre. On est déjà presque dans le cri du cœur. Moi, avant d'aborder comment assurer l'avenir des centres-villes, je voulais prendre le temps d'exposer pourquoi, pour moi, nos centres-villes méritent un avenir. Puis je dirais que j'ai des motivations de cœur et des motivations de raison, finalement, pour vouloir assurer l'avenir des centres-villes. Je vais commencer par celle du cœur, puis d'abord en disant que toutes les villes que j'aime, c'est en partie pour leur centre-ville que je les aime. Que je pense à Tadoussac, à Athènes, à Montréal, à Dijon, à Arvida, à Québec. Une balade dans vos centres-villes, dans toutes ces villes-là, c'est découvrir votre histoire, votre identité, mais aussi votre projet. Quand on visite un centre-ville, on comprend pourquoi une ville ou un village s'est construit à cet endroit-là. On comprend qui y vit maintenant et de quoi ils vivent et pourquoi ils vivent. Puis on comprend souvent aussi quelle est la vision d'avenir de ce territoire-là. Et puis, c'est ce que disait M. Primo, mais c'est aussi au centre-ville que se mélange en fait la visite, les locaux, puis qu'on sent battre le pouls, je pense, d'une collectivité. Donc, je dirais que le centre-ville, c'est à la fois une clé pour comprendre le territoire, et puis c'est aussi souvent ce qui donne le goût de revenir dans cette collectivité-là, de la visiter, de la comprendre mieux, et puis de participer à son essor.
Donc ça, c'est les raisons du cœur, puis les raisons rationnelles peut-être maintenant pour vouloir soutenir la vitalité des centres-villes. Mais je dirais qu'un centre-ville, c'est un organe essentiel pour une ville et c'est aussi un organe qui est d'une efficacité redoutable. Puis je n'aborderai pas ici les enjeux économiques qui ont déjà été exposés avant, je ne suis peut-être pas la meilleure spécialiste là-dessus, mais si on regarde sur le plan environnemental, le centre-ville est vraiment une solution pour nos collectivités pour assurer la transition écologique. Je parlerai juste de l'efficacité des déplacements. Hein. On sait que c'est 43% de nos émissions de gaz à effet de serre, les déplacements au Québec, mais c'est aussi ça qui est les besoins d'infrastructures énormément. C'est aussi à travers nos transports qu'on consomme énormément de ressources, qu'on consomme aussi du territoire pour construire ces infrastructures-là. Il y a quelques années, Vivre en Ville a mené une étude assez approfondie sur 18 pôles de 5 régions québécoises. On avait envie de voir quelle était l'empreinte écologique de ces pôles-là, et en particulier à travers les déplacements qu'ils attiraient, quelle était l'empreinte carbone en fait, de chacun de ces pôles-là. Et ce qui nous a frappé, c'est que dans chacune de ces 5 régions, on observe la même chose, c'est-à-dire que parmi tous les pôles d'emploi, parmi tous les pôles économiques de la région, tous ceux qu'on a pu étudier, en tout cas, c'est toujours systématiquement le centre-ville qui a l'empreinte écologique la plus faible, bien que les centres-villes regroupent de nombreux emplois, qu'ils attirent des travailleurs de toute la région, qu'ils attirent aussi pour les loisirs, qu'ils attirent pour les commerces. Les émissions de gaz à effet de serre moyennes pour se rendre au centre-ville sont toujours les plus faibles comparées aux autres pôles majeurs de la région. Donc c'est vrai à Trois-Rivières, c'est vrai à Montréal, c'est vrai à Saguenay, c'est vrai à Québec. On n'a malheureusement pas étudié Victoriaville parce qu'il n'y avait pas de données disponibles. Mais donc on s'est rendu compte de ça. Alors les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas souvent ce qui dicte notre action à court terme. Hein, c'est difficile de prendre des décisions urbanistiques au Québec pour sauver la Grande Barrière de Corail. Mais la beauté d'agir sur le centre-ville, c'est que en fait, ça permet de protéger l'avenir tout en vivant un présent qui est vibrant, qui est chaleureux, qui est créatif, qui est prospère. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on a voulu parler des centres-villes aujourd'hui. Merci, Jeanne. On serait maintenant rendu à échanger entre nous. Donc, j'invite les panélistes à laisser leur micro ouvert. Et ma première question irait d'abord sur le contexte qu'on vit, qui est particulier en ce moment. Puis, vous avez commencé à dresser le portrait des conséquences actuellement sur le terrain. Puis, si on se lance déjà dans la prospective, est-ce qu'il y a des éléments dont on peut tirer déjà des conclusions sur des conséquences qui pourraient perdurer à long terme? Est-ce qu'on est déjà en mesure de le prédire? Puis peut-être aussi des différences par rapport aux différents milieux, Montréal par rapport à Victoriaville ou d'autres milieux. Donc, vous pouvez me faire signe quand vous voulez prendre la parole, mais sinon, je pourrais distribuer aussi. Monsieur Grenier. Il est évident que le télétravail, c'est quelque chose qui risque d'être pérenne, pas dans la... Là, on est vraiment en télétravail pratiquement à temps plein, mais je crois que les employeurs n'auront pas le choix. D'ailleurs, les enquêtes qu'on a faites, quand on a demandé aux 1000 Montréalais qu'est-ce qu'ils préféraient post-COVID, il y en a une très grande partie qui voulait encore cette mixité, d'avoir la possibilité de faire une partie au bureau puis une partie à partir de chez eux. Alors ça, je pense que ça va rester. C'est pas sûr que ça sera sûrement pas dans les dimensions qu'on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens, en fait, au centre-ville de Montréal, c'est 73% télétravail, mais 55% télétravail à temps plein. Ça ne sera pas ça, c'est sûr, pour différentes raisons, là, pour des raisons de culture d'entreprise. Je pense que le monde, à un moment donné, va avoir une écœurantite d'être sur les Zooms et tout ça, puis ça va venir. Mais c'est sûr qu'à terme, moi, je pense qu'il va y avoir une diminution au centre-ville du nombre d'employés qui vont s'y rendre sur une base quotidienne. Ça va prendre un certain temps. Et ça l'amènera, c'est sûr que ça va amener une diminution de la demande en espace de bureau. Je me souviens qu'au centre-ville de Montréal, les espaces à bureau, c'est 40 millions de pieds carrés. Là. Pour mettre ça en tête du monde, c'est à peu près 40 fois la taille du Carrefour Laval. Là. Et là-dessus, il y en a à peu près 35 qui sont loués, puis à peu près
5 qui sont en location. C'est une bonne situation à Montréal, hein, parce qu'être à peu près à 8, 9, 10 de taux de vacances, c'était pas si mal. C'est déjà 13, 14 au centre-ville de Montréal. Donc ça, l'autre élément important, je pense, c'est les universités. Puis Montréal, c'est particulier là-dessus par rapport à Québec, où l'Université Laval n'est pas au centre. Puis à Sherbrooke, c'est la même chose. Il y a quand même 3 universités. Hein. Il y a l'UQAM, il y a Concordia, il y a McGill qui sont au centre. C'est 125 000 étudiants qui, théoriquement, en fait, avant la COVID, étaient là, étaient présents, pas nécessairement tous les jours. Puis aujourd'hui, ben, c'est 90 de ces étudiants-là qui sont plus en présentiel, pour utiliser le nouveau terme, mais qui sont en virtuel. Et moi, j'ai peur que ça, en partie, ça demeure pas dans ces ordres-là non plus, mais puis on le voit, là, des universités américaines, les grandes universités, en tout cas, de plus en plus, ils vont chercher plus de dollars en faisant des cours en virtuel, puis en allant chercher du monde partout sur la planète. Je pense que des universités comme McGill pourraient facilement se diriger dans un... Pas oublier, à Montréal, là, il y a au centre-ville de Montréal, dans les étudiants étrangers là, qui viennent de l'international, il y en a 22 000. Là. 22 000 qui, éventuellement, pourraient être moins nombreux et qui vont moins contribuer au dynamisme du centre-ville. J'arrête là-dessus, je vais laisser parler les autres, parce que sinon... J'avais une intervention de M. Primo. Moi, rapidement, je dirais la première chose, bon, l'état catastrophique, je pense que tout le monde va se mettre d'accord là-dessus, les chiffres sont clairs là-dessus. Moi, je pense qu'il faut éviter d'arriver à des conclusions trop hâtives. Du genre, ben, tout le monde va se mettre au télétravail. Oui, bien sûr, il va y avoir plus de télétravail. C'est une tendance qui était de plus en plus, entre autres pour concilier travail-famille. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on est obligé de faire 8 heures de bureau assis devant un ordi? Pas nécessairement. Par contre, il y a une chose que les gens manquent déjà, c'est la rencontre. C'est la rencontre à côté de la réunion. Vous n'êtes pas tanné de faire des réunions par Zoom? Ben moi, oui. Puis je peux dire qu'il y en a une jolie gang. Moi, je suis rentré chez Spectra le 17 février. Belle date pour s'occuper de festival. 90% des employés, je ne les ai jamais rencontrés. La dimension qui me manque, je la vois clairement. Le café qu'on prend où on commande le spectacle qu'on a vu, le livre qu'on a lu, la rencontre avec un conférencier. On fait quoi du réseautage dans la vie? On est souvent là-dedans quand on est dans le culturel puis dans le domaine des affaires publiques. Ben, du réseautage par Zoom, ça a des limites. Alors, tout ça pour dire que ce à quoi il faut arrêter, je pense, d'arriver à des conclusions trop hâtives, c'est que l'avantage de venir travailler dans le centre-ville, c'est pas juste d'aller travailler dans un lieu, c'est qu'est-ce qu'on offre à la sortie du travail. D'aller voir un spectacle, d'aller prendre un verre, d'aller manger dans un resto, une concentration d'activités qui rend la visite dans le centre-ville plus agréable. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et c'est vrai dans toutes les villes. C'est vrai à Victoriaville, c'est vrai à Québec, c'est vrai à Chicoutimi. Qu'est-ce qu'il y a comme vie autour du travail? Qu'est-ce qu'il y a comme vie nocturne? Là, on va penser un peu plus aux jeunes générations. On ne veut pas juste des condos avec du monde de 50 ans dans un centre-ville. On veut qu'il y ait des rues où ça se passe, où on va veiller jusqu'à 3 heures du matin à avoir un show de musique électronique. En tout cas, bref, ça prend des centres-villes vivants. Et qu'est-ce qui est un attrait touristique pour n'importe quel centre-ville? Évidemment, il y a le patrimoine, évidemment, il y a la beauté architecturale, évidemment, il y a les bons restos, mais il y a la vie. Qu'est-ce qu'il y a comme vie culturelle? Qu'est-ce qu'il y a comme vie de rencontre? Qu'est-ce qu'il y a comme animation dans une ville? Et je pense qu'il faut vraiment commencer à penser à ça tout de suite parce qu'il y a des choses qui vont se faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On n'arrivera pas qu'une baguette magique, demain matin, tout est réglé, mais il faut qu'on commence à sortir pour voir un petit peu avec un périscope qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Parce que quand on va recommencer, on va être en compétition avec toutes les villes dans le monde. Il va falloir que notre offre soit intéressante pour le tourisme et pour la qualité de vie dans le centre-ville. Intéressant. On pourra peut-être revenir à cette question de qu'est-ce que font les autres villes. Mais est-ce que Jeanne voulait réagir sur la question des conséquences à long terme? Est-ce qu'on est en mesure de prédire déjà ce qui se passe sur le terrain versus ce qui s'en vient? Je peux, oui. Et puis, je ne parlerai pas trop longtemps de télétravail parce que ça me passionne beaucoup trop. Et puis, beaucoup de choses ont déjà été dites. Peut-être juste pour dire que si ça doit s'avérer qu'effectivement des bureaux se retrouvent vides en raison du télétravail,
ceux qu'il va falloir préserver, c'est ceux du centre-ville, pour les raisons environnementales dont j'ai parlé, pour des raisons de synergie. Il y a beaucoup à faire pour éviter de construire dès maintenant des bureaux ailleurs et puis réfléchir à long terme. Mais je partage l'avis de M. Primo sur le fait qu'on ne sait pas encore ce qui va se produire en matière de télétravail. Il y a un élément qui devrait être abordé aussi pour les centres-villes, pour peut-être leur avenir, c'est la question du commerce. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'offres commerciales dans nos centres-villes, puis dans nos petites centralités, sur nos rues commerciales. Et ça, le commerce en ligne avait déjà commencé à faire son apparition, mais disons que la pandémie lui a donné une bonne piste d'accélération. Et là-dessus, on peut craindre qu'effectivement des pratiques qui se sont développées perdurent avec des conséquences importantes pour l'offre commerciale, avec des conséquences importantes pour les villes. Donc ça, c'est un sujet qui va être très pertinent à surveiller et il va falloir prévoir des mesures pour y faire face, pour sauver l'offre commerciale de proximité et pour sauver probablement les rentrées fiscales des municipalités également. Monsieur Bellavance, sur les conséquences à long terme? Il y a un changement certainement qui risque d'être permanent chez nous. On s'était penché bien sûr sur les façons de faire pour aider nos commerçants parce que nous, oui, au centre-ville, on parle beaucoup du travail. Et il y a des services, il y a beaucoup de commerces, il y a des restaurants. Puis je disais tout à l'heure qu'il y avait des restaurants chez nous qui avaient tellement une petite surface que lorsque le gouvernement a édicté certaines règles sanitaires, c'était impossible pour eux d'ouvrir leurs portes au cours de l'été si on ne leur permettait pas de s'étendre dans la rue parce qu'il n'y avait pas nécessairement prévu de faire des terrasses parce qu'à l'intérieur, avec le nombre de places qu'il y avait, quand c'était possible d'être collé, ce n'était pas un problème. Alors nous, on caressait l'idée, quand on a revitalisé le centre-ville, de la rendre en partie piétonnière ou même, on a même réfléchi à un moment donné, avant même que j'arrive comme maire, de la faire carrément piétonnière de façon permanente. Ça ne s'est pas avéré. Alors, c'est de façon ponctuelle pour des événements dont je parlais tout à l'heure, des activités, des courses de vélo, tout ça. Là, on ferme le centre-ville. Les gens s'accaparent de la rue puis évoquent la galère. Mais là, avec l'été, on s'est dit il faut absolument donner cette chance-là et aux commerçants et aux restaurateurs et puis à la population également de pouvoir vivre dans son centre-ville. On le fait en partie piétonne. Et ça, je peux vous dire que c'était, bon, il y a eu quelques réactions de certains commerçants. On ne fait jamais l'unanimité avec ces décisions-là. Mais ici, le changement, je ne sais pas si c'est comme ça partout ailleurs, là, mais ce n'est pas toujours facile de le faire. C'est pour ça que je disais qu'on caressait l'idée, mais on ne l'avait pas concrétisé. Là, on le fait cet été et les sondages, tant chez les commerçants que chez la population générale, nous démontrent que c'est certainement une avenue qui va être répétée. Donc, c'est un changement que j'estime très positif, mais qui a été provoqué par la pandémie. Merci, M. Bellavance, pour l'expérience de Victoriaville. J'imagine qu'on aura des retours d'expérience de plusieurs municipalités sur ce sujet-là. Par rapport à, justement, aux mesures, vous avez commencé à l'aborder, mais quand on réfléchit il y a des actions à court terme qu'on peut prendre, mais quand on réfléchit à la vitalité à long terme des centres-villes, parce que les centres-villes faisaient déjà face à certains enjeux, vous avez commencé à le mentionner. Donc, les actions qu'on prend maintenant face à la pandémie, comment s'assurer que celles-ci répondent aux enjeux auxquels les centres-villes faisaient déjà face? Puis comment on fait là, à plus long terme pour dynamiser ces centres-villes-là? Bien, ça prend un peu de vision. On avait déjà, lorsqu'on a dit oui, on va mettre des sous pour revitaliser le centre-ville, ça, c'est notre partie à nous. Maintenant, ce qu'on voulait, c'est que les gens embarquent aussi, non seulement la population, mais les commerçants aussi. On a mis en place avec notre équipe de l'urbanisme qui fait un travail extraordinaire en nous apportant des idées. Évidemment, on partage les meilleures idées avec les autres. Alors, on n'a pas l'apanage de ce que je vous raconte là. Je sais bien que la piétonisation des centres-villes, ça se fait ailleurs aussi. Cependant, les changements ne vont pas toujours à la même vitesse. Mais on a mis en place un programme de rénovation des façades et à mon grand étonnement, parce que je suis un gars de Victo, je vis à Victo, je rencontre le monde de Victo régulièrement, je suis un gars qui sort beaucoup. On l'a dit tout à l'heure, j'ai été député pendant plusieurs années, donc très présent. Puis, je n'avais pas l'impression qu'on aurait un si grand succès, malgré que je me disais, il faut commencer quelque part. Et ça a été tout le contraire. Alors, on avait mis un certain montant d'argent pour des subventions, pour des rénovations de façades.
Et ça a été un grand succès au centre-ville. Il y a beaucoup de magasins et de commerces et d'entreprises qui ont vraiment bénéficié de ces subventions-là. Donc, ça a rendu notre centre-ville encore plus beau. Donc, la prochaine étape, post-pandémie, on va dire ça comme ça, c'est de poursuivre dans la même veine. Alors, on est en train de préparer un autre programme qui, là, cette fois, va être, je ne peux pas l'annoncer encore officiellement parce qu'il n'a pas été voté par les membres du conseil, mais on est en train de regarder ça, de faire en sorte d'avoir des commerces au rez-de-chaussée, peut-être plus les services dans les deuxième, troisième étages, avec des logements également, ajouter des logements. Puis on va permettre aussi des subventions à cet égard-là, mais en choisissant peut-être un petit peu plus là, le type de commerce qui vont s'installer. Donc, ça, c'est une vision à plus long terme, mais je pense que les gens vont embarquer parce qu'ils sont prêts à vouloir pérenniser leur centre-ville. On ne veut pas le perdre. En contexte de pandémie, j'imagine que ça met d'autant plus l'emphase sur cette crainte ou cette volonté de ne pas le perdre. Je passerai la parole à M. Grenier. Oui, bien, je voudrais parler un petit peu encore des commerces parce que cette histoire-là, en fait, Sainte-Catherine a été piétonnisée partiellement cet été. Puis moi, en plus de mon travail, je suis sur le conseil d'administration de la SDC de l'avenue du Mont-Royal qui a été piétonne tout l'été, assez que l'été prochain, on veut répéter l'expérience, parce que c'était une expérience intéressante. Puis, ce que M. Bellavance disait, c'est exactement ça. En fait, les restaurants, les bars ont beaucoup apprécié ça. Pourquoi? Parce que même les gens avaient peur de rentrer dans les restaurants. C'était moins contraignant d'être sur les terrasses qui ont été élargies et ça a créé une expérience, somme toute, relativement intéressante. Mais encore, il y a du monde. Hein? Sur le plateau Mont-Royal, les gens qui travaillaient au centre-ville, ils travaillaient de chez eux. Il y a beaucoup de résidents, ce qui est moins le cas au centre-ville. Il y a quand même pas mal de tours qui ont poussé au cours des dernières années, là, mais dans l'ensemble de l'arrondissement Ville-Marie, c'est 89 000 personnes, grosso modo, aujourd'hui. Ça a déjà été 120 quelques mille en 1966. On était descendu à 60 000, on est remonté, mais sur le plateau, il y a encore 100 000 personnes. Et des gens qui se déplaçaient des fois au centre-ville pour aller travailler, mais là, qui passaient leur journée ici. Fait que je pense que ça a alimenté passablement les commerces et les restaurants sur l'avenue, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur l'avenue du Mont-Royal, on a à peu près 12 de taux de vacances. Puis au centre-ville, quand on l'a mesuré, puis c'était au mois d'août, hein, quand les restaurants étaient ouverts, c'était 26 de fermeture temporaire et ou permanente. 26 de tous les locaux étaient fermés. Puis aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus élevé parce que tous les restaurants sont actuellement fermés. Et il ne faut pas oublier non plus, c'est que la rente foncière au centre-ville est pas mal plus élevée. Et c'est là que ça coûte le plus cher. Puis c'est là que les taxes sont les plus chères également. Alors, ça prend du monde. C'est un écosystème qui marche avec de la densité. Il n'y a pas de densité. C'est sûr que le nombre de décès pourrait augmenter assez rapidement là, au niveau des commerces et des restaurants, plus au centre-ville qu'ailleurs, parce que tant qu'on n'a pas de retour, ça va être très, très difficile. Puis je suis d'accord avec ce que Jeanne a dit. Oui, il faut préserver les bureaux du centre-ville. S'il y en a qu'il faut préserver, c'est bien ceux-là. Mais il ne faut pas oublier une chose, là, au niveau économique. Je pense au REM, par exemple. Hein, c'est une force centripète, ça amène le monde vers le centre plus facilement, transport en commun, mais c'est une force centrifuge aussi. Hein. Ce qui fait que je regarde, par exemple, ce qui est en train de se développer en face du 10-30, le quartier Solar, où il y a du bureau, parce que si on est à 20 minutes de la 10 puis de la 30 pour au centre-ville, c'est vrai dans le sens inverse aussi, mais avec des loyers qui sont beaucoup moins dispendieux. Pas oublier, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas compliqué, là, c'est 20 de tous les revenus de la ville de Montréal proviennent des taxes foncières des immeubles non résidentiels de l'arrondissement Ville-Marie. Fait que s'il y a une perte de valeur là, à quelque part, il faudra que la ville taxe ailleurs. C'est ça sur le résidentiel, c'est ça sur d'autres choses. Évidemment, ça ne va pas s'effondrer demain matin, non, mais ça fait partie de... Mais je suis 100% d'accord. Moi, je suis un urbain. Je reste sur le plateau. Fait que je ne suis pas un gars de banlieue. Mais il y a quand même des conditions économiques qui font qu'il y a certains acteurs qui pourraient prendre certaines décisions qui vont à l'encontre des meilleures pratiques environnementales ou à l'encontre de... En tout cas, on verra là, ce que ça donnera. Je n'ai malheureusement pas de boule de cristal, mais
Donc, on se retrouverait avec un surplus de stock de bureaux et la création de nouveaux bureaux sur d'autres territoires, notamment avec l'arrivée de transports en commun efficaces. Le stock de bureaux au centre-ville, c'est pas loin de 40 des espaces de bureaux de la RMN. C'est sûr que chez on va en perdre. On va perdre des On a un problème avec votre son, M. Grenier. M'entendez-vous mieux? Oui? Non? Oui, comme ça, c'est bien. Excusez-moi. J'ai dit 40 de tous les espaces à bureaux sont situés au centre-ville de Montréal. C'est sûr qu'avec le télétravail, on va en perdre un peu. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que comme les pieds carrés sont plus chers en termes de loyer de base puis de taxes foncières au centre qu'à périphérie, c'est qu'une baisse de la demande pourrait amener à terme une baisse du prix des loyers qui nous rendrait plus concurrentiels avec ce qui se passe en périphérie, parce que c'est moins cher en périphérie. Là. Okay. Je crois que j'avais un commentaire de Jeanne. Oui, ben ça m'a amené au point, parce qu'on fait beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui travaillent très fort à revitaliser leur centre-ville, à renforcer leur centre-ville comme pôle économique, et avec d'ailleurs souvent un certain succès. Puis ce dont on se rend compte, c'est que protéger le centre-ville et assurer la vitalité du centre-ville, ça commence vraiment par ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas ailleurs qu'au centre-ville. Puis je pense que Jean-François l'évoquait un petit peu, effectivement, si on ouvre des surfaces de bureaux ailleurs qu'au centre-ville, si on ouvre des surfaces commerciales, si on étend le périmètre d'urbanisation, le développement économique et le développement immobilier, c'est un peu un fluide, là, ça se répand partout où il y a de la disponibilité et c'est sûr que ça a tendance à se concentrer là où c'est le plus facile. Et c'est malheureusement souvent un peu plus compliqué de construire dans des milieux qui ont une bonne valeur patrimoniale, qui sont parfois des terrains contaminés, donc où il y a énormément de potentiel, puis peut-être d'espace encore disponible. Je ne pense pas nécessairement au centre-ville de Montréal où il y a déjà eu énormément de requalifications et peut-être dans d'autres milieux. Si on veut que cet espace-là se complète, si on veut amener de nouveaux résidents au centre-ville, de nouveaux commerces et assurer la vitalité de ceux qui s'y trouvent déjà, ça commence par limiter l'expansion ailleurs de nos territoires urbanisés. Oui, je passerai la parole à M. Primo. On va avoir besoin de votre micro. Vieux réflexe. Moi, je pense que je suis d'accord avec tout ce que j'entends. Je vais insister sur une chose. Je suis dans le domaine culturel, forcément. Il y a une notion fondamentale qui vient du Québec, qui a fait le tour du monde. Ça s'appelle la diversité culturelle, la sauvegarde de la diversité culturelle. Cette revendication-là qui fait en sorte que l'État peut intervenir pour sauvegarder justement cette diversité-là, bien là, on se rend compte que cette diversité-là, il faut la protéger dans d'autres domaines. Il faut la protéger au niveau commercial. Il faut avoir une diversité commerciale. Il faut avoir une diversité de gastronomie. Il faut avoir une diversité hôtelière. C'est cette diversité-là en ce moment qui est en danger, et ce, dans toutes les villes du Québec. J'ai l'immense privilège d'assister aux travaux de la conférence économique sur l'industrie touristique présidée par M. Bachand. J'ai l'ensemble du Québec qui donne un portrait de justement cette diversité-là d'offres gastronomiques, d'offres d'hôtellerie. Tu sais, j'ai le goût de dire, qu'est-ce que ça nous donnerait d'agrandir le palais des congrès si la moitié des chambres d'hôtel n'existent plus, transformées en Dieu sait quoi? On ne sera plus capable de recevoir ces grands congrès-là. Donc, il faut sauvegarder cette espèce d'équilibre-là. À court terme, c'est ça. À long terme, c'est la qualité de l'offre qui fait en sorte que les gens vont venir dans le centre-ville. Quand je dis offre, je pense bien sûr au culturel, à tout ce qui s'appelle divertissement, c'est mon domaine. L'exemple que je donne de façon un peu démagogique, si vous voulez voir la pratique du Canadien, vous allez à Brossard. Si vous voulez voir le Club Ferme, vous allez à Laval. Si vous voulez voir la vraie affaire, vous n'avez pas le choix de venir dans le centre-ville de Montréal, c'est là que ça se passe. Et c'est comme ça pour les spectacles. Quand le Oshéaga envoie un message que on a déjà signé 3 des groupes les plus importants de la musique actuelle populaire, on envoie un message que Montréal est encore un lieu central dans le show business au niveau international. Quand Montréal en Lumière annonce vendredi dernier qu'on va être présent en février
On va faire un immense hommage à la restauration, à la diversité de restauration. On prend notre rôle au sérieux pour aussi être présent dans le centre-ville avec des installations lumineuses. On va travailler avec le quartier des spectacles pour rendre ça le plus attrayant possible. Il faut être dans un mode de résistance en ce moment. Et je termine sur un domaine, c'est qu'il faut surtout résistance devant le découragement, résistance devant l'impatience, résistance devant l'agressivité. Et on a un atout au Québec gigantesque, à Montréal et dans tout le Québec, c'est la concertation. J'entends partout que ce soit Michel Leblanc de la Chambre de commerce ou Yves Lalumière à Tourisme Montréal ou M. Bachat, quand ils parlent au reste du Canada, à chaque fois, ils se font dire « Mon Dieu, vous parlez, vous autres, vous êtes concertés. » On a cet avantage-là. Il va falloir que, pour revitaliser les centres-villes, on mette tous les secteurs ensemble, tous les 4 secteurs, divertissement, les universités, vous en avez parlé, le domaine de la restauration, comment on travaille dans le centre-ville, comment on revoit les tours. Les tours, bon, il y a des tours modernes maintenant avec des espaces verts à l'intérieur de façon verticale. Il faut réinventer le rôle des réunions, des salles de réunion, des lieux de rencontre, comment on installe des congrès pour que ce soit le fun. Et j'insiste là-dessus, la vie nocturne dans les centres-villes, c'est hyper important pour garder la jeunesse attrayante pour le reste du monde, puis le reste, évidemment, des villages autour d'une ville. Bref, en terminant, je dirais qu'il y a une chose qui nous a frappé dans le milieu culturel et la musique en particulier, c'est comment le numérique nous a pas servi, comment il nous a massacrés. Et en ce moment, le commerce de détail vit la même chose et on regarde passer les trains. Amazon a engagé 420 000 personnes depuis le début de la pandémie. Ça va pas mal partout, là. Facebook, ça va pas mal. Amazon, ça va pas mal. Et pendant ce temps-là, on se demande si peut-être on pourrait éventuellement leur demander une petite part à la taxe fédérale, la taxe provinciale et les taxes municipales. Ces gens-là prennent nos rues, ils font venir des camions, on se fait venir, on leur offre un service, installez-vous là, vous allez pouvoir livrer en vélo, etc. On ne leur charge rien. C'est le débalancement des municipalités. C'est la dernière chose que j'ai à dire là-dessus. Je pense que le numérique, il faut collectivement réfléchir sur les conséquences mal appliquées comme c'est en ce moment. Oui, puis la pandémie met en relief finalement cet enjeu qui était déjà très présent. Je passerai à la partie questions du public. Il y a Stéphane qui nous a dit les étudiants, les touristes, les spectateurs reviendront bientôt au centre-ville. C'est un optimiste, mais pas nécessairement tous les travailleurs de bureau. Puisqu'il nous dit, bon, certains opteront pour le télétravail permanent ou à temps partiel, même s'ils résident au centre-ville. Ma question, que font les autres grandes villes du monde pour compenser la perte de cette tranche de citadins de jour? Donc, êtes-vous allé voir un peu à l'étranger? Moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à New York puis à Toronto. À Toronto, c'est pas plus jojo qu'à Montréal, là. Je pense que même c'est pire. Puis à New York, à New York également, là, c'est très, très problématique à New York. En fait, je pense que quand on se compare, on se console à Montréal des fois parce que c'est pas dans ces deux villes-là, c'est au niveau des emplois, là, tout le monde est pratiquement en télétravail. Puis là, eux autres, ils sont vraiment à New York dans la deuxième vague, là, sur une base importante. Toronto était moins affecté cet été, là, ils sont beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi les anglo-saxons sont... Nous, le siège social, moi, mon bureau est pile René Lévesque, mais le siège social est à Toronto. Ils sont plus... il y a plus de monde au bureau à Montréal. Là, je ne suis pas au bureau aujourd'hui, il y a plus de monde au bureau à Montréal, où on est 130 normalement. On est loin de tout ça. Là, on n'a pas le 25 % encore, mais ils ne sont pas à 5 % à Toronto. Là. Fait que les gens sont... Ils sont... Et je pense que... moi, je l'ai mesuré pour le bureau, parce qu'on a quand même 23 bureaux à travers le pays, là. Et il est sûr que dans les plus petites villes, les employés sont plus aptes à retourner au bureau. Ils veulent plus y retourner parce que, un, ils vont en auto généralement. Il n'y a pas de... Puis deux, parce qu'ils veulent... Ben, c'est moins le cas, là. Les gens qui se tapent 1h30 le matin, 2h le matin, puis 2h pour revenir le soir, eux autres, à revenir au bureau, ça leur tente plus ou moins. Là. Quand ça te prend 10 minutes, à Victoriaville... En même chose, je suis sûr qu'il y a des gens qui, même avant pandémie, retournaient manger chez eux, là, parce que c'est pas si loin de ça. Là. Des fois, on a un problème d'échelle. À Montréal, c'est compliqué parce que, je dis à Montréal, dans les grandes villes,
des grandes villes de 1 million de personnes et plus. Pourquoi? Parce que si tu travailles au centre-ville, tu ne retourneras pas à moins que tu restes au centre-ville, tu ne retourneras pas manger chez vous le midi. Là. Tu restes là, puis comme disait Jacques, l'avantage, c'est qu'après, tu dis, regarde, on peut aller prendre un verre avec des collègues ou avec des amis ou aller voir un spectacle, aller manger au resto. Ça fait partie, moi, je pense, du dynamisme puis du cœur qu'il faut réanimer, je pense, au centre-ville de Montréal. Ça fait partie de... Je suis 100% d'accord avec ça. Oui, M. Bellavance. Oui, bien, j'ai bien hâte de voir parce que M. Primo et puis M. Grenier, les deux en ont fait mention. Le télétravail, on ne vit pas nécessairement la même réalité. On n'a pas de tour à bureau ici. Alors, c'est clair, vous avez raison que ce n'est pas tout le monde qui adhère à ça, surtout pas pour le restant de leur jour. Alors, je pense qu'il va y avoir des moments où il va y avoir des réunions qui vont se faire en télétravail. On va adopter ça comme pratique. Ici même, à l'Hôtel de Ville de Victoriaville, c'est clair qu'il y a des réunions. Par exemple, quand je préside la commission de l'environnement de l'UMQ, bien, on est des maires ou des conseillers municipaux, conseillères municipales d'un peu partout au Québec. Il y a bien des réunions qu'on va faire qui vont être virtuelles. Mais il y a d'autres moments où on veut faire des visites de centres de recherche ou faire des rencontres avec des ministres ou quoi que ce soit. Bien là, on va se déplacer. Alors, ce n'est pas tout le monde qui... Et ici, vous avez tout à fait raison, les gens partent en vélo s'en aller dîner chez eux là, par nos pistes cyclables. Alors, ce n'est pas du tout la même réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont hâte de revenir travailler au bureau avec leurs collègues, vivre la même vie finalement qu'ils vivaient avant. Puis le télétravail, ce n'est pas tout le monde qui a adhéré à ça. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur la question de que font les autres villes à travers le monde? Sinon, j'ai d'autres questions du public. Ben, moi, je voulais juste rapidement dire que là, on est tous en état de choc. C'est sans doute pas le meilleur moment pour revoir complètement notre façon de penser le centre-ville. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Puis j'ai l'impression qu'ailleurs dans le monde, c'est un peu la même chose. Tout le monde est en état de choc. Donc, il y a des éléments favorables à la survie du centre-ville qu'on connaît, donc qu'on a déjà évoqué aujourd'hui, puis probablement qu'on peut continuer à miser là-dessus en sachant que là-dessus, on ne se trompe pas. Puis ça ne nous empêche pas de regarder ce qui se fait ailleurs, puis d'essayer de trouver des bonnes idées, mais globalement, ne rasons pas nos villes pour les adapter à la pandémie. Le risque de faire des erreurs monumentales à gros frais est trop énorme. Et puis, aussi, si on change un petit peu notre lorgnette, là, il va y avoir des nouveaux télétravailleurs, mais il va rester beaucoup plus de non-télétravailleurs. Il va rester des gens qui viennent au centre-ville. Fait que pensons au centre-ville aussi pour les gens qui vont y venir et pas seulement pour la proportion de gens qui n'y viendra plus. Je pense qu'il faut un peu rabaisser notre angoisse par rapport à ça. Oui, mais je suis d'accord avec ça. C'est vrai, puis au centre-ville de Montréal, particulièrement dans les grandes villes, c'est beaucoup relié à l'économie du savoir. Puis les emplois qui sont là, c'est des emplois où tu as besoin beaucoup de face-à-face. Je comprends qu'on veut le faire par Zoom ou tout ça, là, mais je pense que les gens, que ce soit des bureaux d'avocats, des gens en finance, en immobilier, c'est des emplois où, si on est au centre puis on accepte de payer cette prime-là, puisque une prime de loyer est au centre-ville, bien, c'est parce qu'il y a un avantage, parce qu'on a des rencontres intercompagnie, à l'intérieur de la compagnie. Les bureaux d'avocats, là, ils sont situés, les bureaux d'avocats corporatifs sont situés dans 3-4 tours. Là. Les grands bureaux, ils sont tous à distance de marche un de l'autre. Ceux qui sont dans le criminel, les avocats qui sont dans le criminel, ils sont tous sur Saint-Jacques, près du palais de justice. Fait que cette proximité-là est importante au centre, puis moi, je pense qu'elle va demeurer. Mais ce qui risque de changer, par contre, c'est qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, aujourd'hui, j'ai un rapport à écrire, j'ai pas besoin d'être au bureau. Je vais le faire de chez moi parce que, regarde, je vais être plus tranquille. » Ça, je pense que c'est quelque chose qui va changer. C'était déjà en transformation, mais et je pense que moi, je regarde les employeurs parce qu'on a interrogé une trentaine des grands utilisateurs d'espace au centre-ville, puis ils ne savent pas encore ce qu'ils vont permettre ou pas permettre à leurs employés, mais il est sûr qu'ils n'auront pas le choix de donner une certaine attitude à leurs employés qui, de temps en temps, pourront dire « ben moi, je veux travailler de la maison aujourd'hui parce que… » Puis je suis d'accord avec ce que Jacques disait également tout à l'heure, c'est que
il va falloir retravailler les espaces de travail, c'est-à-dire avec plus de salles de réunion, que ce soit plus convivial, puis probablement moins de travail à l'ordinateur, comme on disait au début, parce que ça peut se faire à peu près n'importe où. Et je pense, finalement, je vais terminer avec ça, il y a des entreprises, surtout en informatique, dans la nouvelle économie, qui déjà ont annoncé que tout le monde pouvait être en télétravail, qu'il n'y aurait plus de bureau. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur de dire, regarde, on va éliminer des coûts de loyer. Je pense qu'ils vont perdre énormément au niveau de la culture d'entreprise, des échanges. Je ne comprends pas que des entreprises déjà aient pris cette décision-là, puis pas des tout petites. Là. Ça me fascine un peu. Merci. Je passerai la parole à M. Primo qui aurait, ma foi, le mot de la fin. Moi, je dirais que, grosso modo, il ne faut pas oublier que les centres-villes, je répète un peu ce qui était dit dans l'article de ce matin de la presse, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on se voit, on se côtoie, on s'enrichit. Le manque de rencontres en chair et en os en ce moment, on voit les conséquences sur le facteur psychologique, le facteur du moral, le facteur de la motivation, le facteur de vivre des expériences. Et c'est ça qu'il faut revoir comme modèle. Puis moi, ce que je nous souhaite, c'est qu'on revoie, oui, des choses qui sont à améliorer dans les centres-villes, plus d'espaces verts, plus de lieux de rencontre. Je pense que c'est des lieux de vie maintenant, plus que des lieux de travail où on s'en va chez nous après. Il y a beaucoup de monde qui vivent maintenant le centre-ville. Donc, il va y avoir des adaptations. Il y a comme une stimulation à la créativité qui est intéressante. Et arrêtons de penser qu'en ce moment, ce que ça prend, c'est des subventions. Ce que ça prend, c'est des investissements. C'est de voir le développement du centre-ville comme un lieu d'immobilier. Moi, j'ai eu la chance de le voir avec le quartier des spectacles. Le gouvernement a investi près de 200 millions dans les places publiques. Et ça a donné un développement de 2 milliards par la suite. C'est comme ça qu'il faut voir les centres-villes partout. C'est vrai à Victoriaville, c'est vrai à Montréal, d'avoir une vision. Et je pense que tous les centres-villes du Québec devraient se réunir pour avoir un intérêt commun auprès de Québec, auprès d'Ottawa, pour dire on a une vision que tous les centres-villes ont un rôle essentiel dans leur communauté, dans leur région. Et évidemment, je pense qu'il va falloir, oui, investir et pas quêter, investir. Je m'en voudrais à ce moment-là de ne pas parler quand même de l'initiative de rue principale qui a lancé un véritable cri du cœur pour les centralités du Québec avec, je crois, le collectif Cœur de collectivité. Mais peut-être que vous en réentendrez parler, mais c'est ce qui met fin à notre panel. Merci à nos 4 panélistes, Jean-François Grenier du groupe Altus, Jacques Primo de chez Spectra, Jeanne Robin de Vivre en Ville et André Bellavance, maire de Victoriaville. Merci à tous les 4. C'était très intéressant. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus à dire. Mais l'avenir nous dira comment se porteront nos centres-villes. Merci à toutes les personnes qui ont assisté. Donc, on fait une petite pause de 15 minutes et au même lien, on vous invite à participer à notre Assemblée générale annuelle qui est un moment important dans la vie de notre organisation Vivre en Ville. Donc, merci d'avance aux membres qui seront présents et à une prochaine. En personne, espérons-le. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Merci.